Salut à tous, on se retrouve pour Farmer Streak, l'émission qui débriefe la Ligue 1 chaque semaine. Et aujourd'hui, on va vous parler de cette cinquième journée de Ligue 1 avec le classique OM-PSG et tous les autres matchs de cette semaine. On va aussi revenir sur la cérémonie du Ballon d'Or et des matchs qu'on a vus en Ligue des Champions, plus le match qu'on a vu hier soir de l'Europa League et l'OGC Nice. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on est une nouvelle fois tous les deux. Gaëtan, comment vas-tu? Écoute, ça va un petit peu mieux. Des difficultés de voix sur les 2 derniers jours, mais bon, j'ai ma voix pile à temps pour l'enregistrement de l'émission, donc impeccable. Eh ben super, en tout cas, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on est à l'aise, donc ça va le faire. Donc on va commencer directement avec peut-être la cérémonie du Ballon d'Or. Donc je vais vous rappeler quand même les vainqueurs des trophées. Donc pour le meilleur club du monde chez les hommes, on a eu le Paris Saint-Germain, chez les femmes, Arsenal. Sur le trophée Yashin, donc le meilleur gardien du monde, on a eu Gianluigi Donnarumma. Pour les hommes et chez les femmes, Anna Hampton, la gardienne de Chelsea et de l'Angleterre. Euh, pour le trophée Copa, donc Lamine Yamal pour les hommes et chez les femmes, Vicky Lopez, la joueuse du FC Barcelone. Le trophée Cruyff, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et chez les femmes, Sarina Wegman, la sélectionneuse de l'Angleterre. Et enfin, les ballons d'or chez les femmes, troisième ballon d'or pour Aitana Bonmati. Et le sixième français qui vient de décrocher son ballon d'or, Ousmane Dembélé, le joueur du Paris Saint-Germain. Gaëtan, tu as vu la cérémonie, en tout cas tu as vu les résultats, on a vu les classements. Si tu voulais revenir sur cette cérémonie du Ballon d'Or, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Est-ce que les trophées étaient plutôt logiques pour toi? Dis-moi tout. Et dans l'ensemble, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de surprises, surtout chez les garçons. Euh, Trophée dominé par la saison exceptionnelle du PSG. Il y aura deux, trois anomalies au niveau du classement, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, le seul trophée où on peut se poser des questions, c'est un petit peu sur le ballon d'or féminin. Pas forcément un suiveur assidu du football féminin, mais quand on voit que malgré toutes les qualités de la joueuse, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas gagné de trophée majeur, on va dire, qui l'emporte dans une année où il y a la Ligue des Champions et l'Euro. Du coup, un peu surpris de ce choix. Malgré tout, c'est aussi un storytelling, un triple ballon d'or. Euh, bon, ça rentre peut-être un petit peu en compte, mais dans l'ensemble, ouais, un peu surpris des résultats. Un peu plus surpris de certaines positions au classement, ce que je disais un peu avant. Je vais en citer deux, trois. Mais sur Vinicius ou Bellingham, je pense qu'il y a un petit trophée d'immunité pour les joueurs madrilènes. Et c'est pas forcément le supporter du Barça qui parle là. Mais Vinicius 16e devant certains Parisiens, je trouve que c'est un petit peu aberrant. Et pour moi, la plus grosse anomalie de classement, et on en parlait un petit peu avant, et j'étais d'accord, mais Cole Palmer, déjà 8e, à part sa victoire en mondial des clubs, je pense pas qu'il y ait grand chose puisse le mettre en valeur, même s'il avait fait un début de saison plutôt convaincant, mais la deuxième partie de saison est difficile. Mais qu'il soit encore plus devant Pedri, oh là là, pas valider ça. Je peux vraiment pas valider ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. On a parlé juste avant, on s'était pas concerté. J'avoue que ce Cole Palmer 8ème, il me marque beaucoup quand même. Donc, j'étais en train de me remettre le classement du Ballon d'Or. Donc ouais, en plus on a Kylian Mbappé juste devant, on a des Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Pedri 11e. Pedri 11e, j'ai été étonné parce qu'à un moment il était presque dans allez, peut-être le top 5 des favoris du Ballon d'Or pendant la saison. Donc c'était plutôt étonnant. Juste pour revenir sur le Ballon d'Or féminin, on l'avait fait dans la vidéo avec Arnaud. Donc sur les pronostics, on était plutôt bons. Il y a juste sur les trophées Copa chez les féminines, moi j'avais mis la joueuse anglaise à la place de Vicky Lopez, la prodige du FC Barcelone. Et sur le Ballon d'Or féminin, ouais, Aitana Bonmati qui le gagne pour la troisième fois, c'est la première chez les féminines. Il y a seul Putellas, je crois qu'il l'avait gagné deux fois et au final a été égalisé par Bonmati, donc le triple Ballon d'Or d'affilée en plus. Ils sont très peu à l'avoir fait avec, même chez les hommes, je crois qu'il y a Lionel Messi, Platini, et je crois que c'est à peu près tout en trois Ballons d'Or d'affilée.
Donc, belle perf, même si moi j'avais mis Alicia Russo qui a quand même fini troisième de ce ballon d'or. Pour revenir sur le classement des hommes, ouais, j'ai trouvé quelques anomalies. Donc, tu en as parlé, Jude Bellingham, Vinicius Junior. Michael Olise 30e aussi, je pense qu'il aurait pu passer devant certains joueurs. Notamment, par exemple, bon, Declan Rice, il est 27e, donc c'est pas lui forcément, mais hormis ces deux coups francs contre le Real de Madrid, on en avait parlé sur la vidéo avec Arnaud, ce qui devait être dans les 30, on sait pas trop, mais voilà. À noter quand même Scott McTominay, hein, 18e, moi j'ai trouvé ça cool pour la grande saison qu'il a fait. Et Serhou Guirassy, 21e. Voilà. Juste sur cette liste de 30, hein, on va pas faire très très long sur cette cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que toi, tu as trouvé qu'il a manqué peut-être certains joueurs? Moi, j'avais noté quand même qu'il manquait pas mal de. Enfin, qu'il manquait des défenseurs centraux. Je sais pas qui on aurait pu mettre, mais voilà, je crois qu'il y a que deux défenseurs centraux, ou pas plus, voire un, je crois. Donc voilà. Est-ce que toi, pour toi, il manquait peut-être un joueur? En évoquant ce poste, tu me fais penser directement à quelqu'un. Bon, après, c'est peut-être par rapport aussi au fait qu'il y ait beaucoup de ses coéquipiers déjà présents, mais je vais pas te surprendre. Je pense en parlant de Pacho, parce que moi, j'ai beaucoup aimé sa saison. Pour une première année au PSG, je l'ai trouvé vraiment impressionnant. Euh, pour le coup, moi, j'ai souvent des gros débats par rapport à Marquinhos, dont je suis pas très fan. Mais pour moi, Pacho, ça méritait largement sa place dans les 30 et j'étais un peu déçu de ne pas le voir. Ouais, ouais, Pacho, c'est vrai ça aussi, on en avait parlé. J'avais été étonné. Tant qu'à faire, autant mettre 9 Parisiens, autant mettre un dixième avec Pacho quand même. Voilà. Et après, juste sur le 5-6 premiers, Achraf Hakimi, moi je l'avais mis top 3. Arnaud l'avait mis top 2. Est-ce que tu es un peu étonné de cette place, ou on sait que dans ce genre de trophée, c'est souvent quand il y a des gros collectifs, les votes sont dilués. Est-ce que peut-être tu as un truc à revoir sur ce top 5, top 6, ou pour toi c'était plutôt logique? Bah, moi, la place de Mohamed Salah, je la trouve un peu élevée, honnêtement. C'est un excellent joueur qui fait une très bonne saison, mais voilà, il a gagné la PL. Et après, hormis ça, bon, on pourrait pas me dire aussi beau. Après, je pense que tu as donné la principale raison aussi du classement d'Hakimi. Mais c'est le fait que les votes sont un peu dilués. Ça a peut-être fait en sorte, du coup, que sa place soit moins haute que prévu s'il était le seul joueur majeur de son équipe. Donc, ouais, peu de changements. Lamine Yamal, personnellement, j'ai vu votre vidéo, je l'aurais mis un peu plus haut que vous. J'aurais quand même mis deuxième. Rafinha, j'aurais mis plus haut aussi. Moi, Je j'ai mis pense quand Lamine même. Yamal deuxième pour le coup. Deuxième. C'est vrai que Rafinha, on l'a un peu, je sais pas, peut-être sous-coté. C'est vrai que alors, je t'ai coupé, désolé, mais Ah, ouais. sur Rafinha, moi, pendant une grosse partie de la saison, pour moi, c'était le favori dans cette équipe de Barcelone. Et après, quand je me suis posé et que je me suis refait la saison, quand je vois la saison d'un Lamine Yamal, même s'il a pas les stats, tout ça, d'un mec de 18 ans faire des trucs comme ça, ce qui dégage sur le terrain, et je me suis refait en tout cas les passages de cette demi-finale contre l'Inter, et j'avoue que c'était quand même compliqué de le sortir de ce top 3, même si Rafinha, énorme saison comme ça, mais Lamine Yamal, j'ai trouvé ça quand même fou ce qu'il a fait. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Non, non, vas-y, je t'en prie, mais pour le coup, pour revenir sur Lamine Yamal et Rafinha en même temps sur cette doublette, en fait, Rafinha, ça a été le joueur phare de la Ligue des Champions du Barça jusqu'à la demi-finale. Tu en as parlé de la demi-finale. Lamine Yamal, en fait, il a marqué les esprits sur cette demi-finale parce qu'elle a été exceptionnelle. Mais pour ceux qui suivent le Barça, on va dire, assidu, en fait, même quand il statait pas, tout le jeu du Barça passait par lui. Dès que Barcelone était en difficulté, ben, on cherchait Lamine Yamal, qui était un peu le playmaker, donc soit pour trouver une solution à un train, soit le joueur qui était capable de faire une passe décisive, ou l'avant-dernière passe, ou quelqu'un qui était capable de fixer trois quatre joueurs pour trouver un joueur qui avait un peu plus d'espace. Donc, en fait, dès le début de saison, moi, je l'ai trouvé impressionnant. Rafinha aussi. En fait, les deux, pour moi, étaient à un niveau vraiment exceptionnel. Mais je comprends que pour des mecs qui regardent pas tous les matchs de Barcelone, on se dise que le début de saison de Lamine Yamal est pas fou. Mais pour vraiment regarder les matchs, en fait, Lamine Yamal, dès le début de saison, il était performant. Il surfait sur son euro. Et franchement, il statait pas forcément. Il a entendu les critiques. Derrière, il s'est mis un peu plus à marquer
dès les finales espagnoles, que ce soit en Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi, pardon, et a commencé à marquer contre le Real. Et derrière, ça a un peu enclenché une dynamique, que ce soit en championnat et match de Ligue des Champions. Parce que j'ai souvenir, si je dis pas de bêtises, d'un but contre Benfica à domicile où il met un enroulé lucarne opposé, mais un peu en mode passe. Je sais pas si tu l'as en tête Oui, ça me celui-là. dit quelque chose. Ouais, c'était sur un gros score en plus, non? Je sais plus si c'est Ouais, sur le match ou si c'est sur le quart. Le quart ou c'est le. Mais ouais, je un vois, je bon vois. jeu. Et ça a enclenché cette dynamique en fait qui lui a permis après d'arriver jusqu'à à dire entre guillemets son avènement de la saison face à l'Inter. Mais pour moi, honnêtement, il a toujours été bon début de saison. Donc moi je l'aurais mis deuxième, par contre j'aurais mis Rafinha troisième et Hakimi 4 et Salah 5. Pour revenir sur ta question de base, Dembélé premier, honnêtement pour moi, je pars du principe que pour moi le Ballon d'Or ça récompense une saison, ça récompense pas forcément le talent du joueur, même si c'est un joueur extrêmement talentueux, mais si on parle sur la forme actuelle du moment, mais Yamal, c'est encore plus extraordinaire. C'est voir du jamais vu depuis, je vais pas dire de nom, mais depuis des grands joueurs de l'histoire. Donc, ouais, Dembélé, avec cette Ligue des Champions gagnée, du coup, c'est pour toi. Lamine Yamal 2, Rafinha 3, Hakimi devant Salah, parce que malgré tout, mais comme pour Dembélé, t'as une saison exceptionnelle et t'as gagné avec des champions. Et Salah, par rapport à tout l'impact qu'il peut avoir à Liverpool, parce que on avait des doutes quand même sur le fait qu'il déjà il reste à Liverpool en début de saison. Il est resté, il a été très performant. Donc Première Ligue, joueur ultra important, qui était au début dans les discussions pour le Ballon d'Or, si potentiellement il allait loin en Ligue des Champions, ça s'arrêtait assez tôt face au vainqueur. Mais pour le coup, cinquième, je pense que c'est une place qui lui correspond. Je sais pas si avec le recul, toi, t'es en accord avec ce classement-là ou si je me Euh, rappelle plus, vous avez donné que votre top 3 vous, sur la vidéo, ou c'était allé au top 5. on avait fait top 3, on était allé voir sur le 3 bis 4. Moi, sur mon 3 4, j'avais plutôt mis Vitinha qu'un Mohamed Salah ou qu'un Rafinha, parce que Vitinha, c'était quand même le meneur d'homme enfin, le meneur de cette équipe de Paris. Donc, ouais, moi, je l'avais mis très haut. Au final, il fait top 3. Bon, après, c'est pas c'est peut-être pas la position qui se discute le plus, mais voilà. Euh, donc sur ce classement du Ballon d'Or, hein, on va pas faire plus long, mais déjà la Ligue 1 qui domine le Ballon d'Or. Alors sur les Français, on avait quand même des sacrés talents. Karim Benzema qui l'a gagné 2022, je crois. Normalement c'est 2022, hein, je revérifierai. Mais voilà, mais ouais, la Ligue 1 qui domine le Ballon d'Or et Ousmane Dembélé, remis en plus par Ronaldinho, c'était assez incroyable sur la cérémonie. Moi, il m'a presque fait chialer, j'avoue. Mais voilà, franchement, c'était une belle cérémonie. En plus, les présentateurs, vas-y, dis-moi. Ah, j'allais te dire, toi qui suis la NBA aussi, pour faire un petit parallèle, je sais pas si t'as pas rappelé un petit peu la cérémonie de MVP de Kevin Durant. Ok, oui, avec sa mère, tout ça. Ok, Ouais. ouais, ouais, ouais. Ça m'a rappelé un petit peu ça, tu vois, pour faire un petit parallèle, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, Kevin Durant, qui est un peu dans l'histoire parce qu'il a des parts au Paris Saint-Germain, hein. Donc voilà. Mais ouais, Ousmane Dembélé, franchement, d'après ce que j'ai vu en plus, je sais pas s'ils ont sorti encore les nombres de votes, tout ça, mais je crois qu'ils ont annoncé que Dembélé, il était vraiment favori. Donc ouais, c'est vraiment cool. Euh, Encore une fois, le ballon d'or du peuple, mais voilà. Donc voilà, cérémonie plutôt cool. Donc je pense que pour le ballon d'or, on a été plutôt bon. Et ce qui a été cool aussi, ça faisait quelques années qu'on voyait moins quand même les stars venir, ou en tout cas même ceux qui étaient nominés. Bon, il y a encore le Real de Madrid qui est pas venu, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait il y avait plus d'engouement que certaines années. On a vu plus de clubs, plus de personnes reconnues dans le monde du football. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà. Donc Poser une si... petite question. Pardon? Je peux te poser une petite question par rapport au Ballon d'Or. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as déjà des favoris pour le prochain Ballon d'Or? Même si Wow. c'est peut-être une question un petit peu piège, mais si là, à l'instant T, tu dois me dire ce que tu vois en course en fin de saison. Alors là, j'avoue que tu m'as posé une question un peu Je piège parce que m'as quitté, c'est pour ça que je t'allais vers ça, tu vois. après, j'ai Je sais pas, pas on vu. En pourra fait, dire.
J'avoue que je me suis beaucoup focus sur la Ligue 1 et j'ai rapidement regardé les matchs de Ligue des Champions, tout ça. Et sur les autres championnats, à part la Première Ligue où j'ai vu Liverpool et cette grande équipe de Manchester United, j'ai regardé le Real cette semaine. Je trouve que Kylian Mbappé est plutôt bon dans son football. En plus, là, contre Marseille et tout ça, on va en reparler juste un peu plus tard. Mais ouais, peut-être pour l'instant, on est sur un Kylian Mbappé. J'avoue que là, il a l'air en phase avec le football. Après, Harry Kane, Olysée, tout ça, ça commence à discuter. Mais si tu m'as posé cette question, ça veut dire que toi, tu as déjà une idée peut-être? Déjà, t'en as un sur deux. Pour moi, le prochain Ballon d'Or, je pense que ça va être un duel de génération Mbappé-Lamine Yamal. Sachant que c'est une année de Coupe du Monde, hein. Oui, c'est une Donc année cruciale. c'est une année de Coupe du Monde. Je vois Kylian, pour le coup, beaucoup focus quand même, tu vois, je le vois vraiment concentré, comme on dit, l'expression. Et ouais, je vois Kylian vraiment se mêler à la lutte cette année. Parce que pour les coups, Paris Saint-Germain, je vois pas forcément un joueur capable de réitérer, tu vois, ce niveau de performance. Tu vois, être capable, en gros, de se positionner pour gagner le ballon d'or. Parce que toi, t'arrives à en sortir un, il y a eu beaucoup de débats en disant que c'était en fait plus un collectif qu'un joueur individuellement qui sortait du lot, même si Dembélé a eu le ballon d'or et qu'il est sorti du lot, mais c'est pas Mbappé au Real, par exemple, en termes. Donc, ouais, pour moi, c'est un duel Mbappé, la minière. Je pense que, en tant qu'ancien joueur de Ligue 1 qui nous montre que les talents viennent de chez nous. Ouais, 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 bah écoute, à voir, c'est vrai que Kiki de Bondy, quand même, la Coupe du Monde, c'est sa compétition. On sait que sur l'Euro, des fois, il est un peu en demi. La Coupe du Monde, on sait qu'il fait toujours le travail. Donc, pourquoi pas, là, en plus, au Real de Madrid, avoir jusqu'où ils vont en Ligue des Champions, tout ça. Mais est-ce que ça serait l'année de Kylian? En tout cas, moi, j'aimerais parce que j'adore ce joueur. Donc voilà, mais ouais, bonne question. À voir la suite. Sur le Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, moi je l'attends quand même, hein, parce l'année dernière il a fait une demi-saison, tout ça. Mais si je dois reprendre la cote d'Arnaud, peut-être Désiré Doué, joueur à suivre. Est-ce qu'il va confirmer ses méga espoirs? Alors peut-être pas faire une saison. Je sais pas exactement comment, mais est-ce qu'il peut aller accrocher un top 10 pour le Ballon d'Or? Déjà, ça serait énorme. Voilà. Donc je pense que pour le Ballon d'Or, on est bon. Donc on avait quand même cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, les matchs de Ligue des Champions avec nos équipes françaises. Donc si je dois remettre les résultats, donc on avait Paris Saint-Germain, Atalanta, donc le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4-0. Euh, Real de Madrid, Olympique de Marseille, 2 buts à 1 pour le Real. Et Monaco qui en a pris 4 ou 5 non 4-1 contre le Club Bruges. Bon, pour parler rapidement de Paris, c'est pas le plus intéressant. Ils ont fait leur match, ils ont déroulé. Très très gros match de Nuno Mendes, de Kvaratskhelia. Euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en plus l'Atalanta, on va reparler de leur ancien coach Gasperini, peut-être sur le match de Nice qu'on a pu voir hier soir. Mais, euh, mais ouais, ils sont dans une espèce d'année de transition, on va dire, pour eux. Donc voilà. Peut-être sur Paris, tu voulais dire un truc en plus ou pas du tout? Non, même pas, mais peut-être juste, comme tu l'as fait, et t'en parlais juste avant, en plus de Vara, très très grosse performance. Moi, j'ai beaucoup aimé son but. C'est un but vraiment de très très haut niveau, d'un joueur en full confiance. Je sais pas si t'as vu une séquence où on voit même, parler un peu des gars, on voit même Mehdi Benassia commenter ce but. Je sais pas si t'as vu cette vidéo Non, j'ai pas passer vu, sur les réseaux. j'avoue que non. Et en fait, on voit Mehdi Benassia avec un pote à lui et qui aura le match. Et en fait, Kvara, qu'on soit Marseille, Parisien, peu importe le club qu'on supporte, en fait, c'est typiquement le genre de joueur que je pense que tout footballeur, tout fan de football apprécie regarder. Sa demi-saison, t'en as parlé, est exceptionnelle. Mais là, son début de saison était pas ouf, en vrai. Mais là, son match contre l'Atalanta, c'est vraiment une performance prime. De toute façon, il était MVP. Donc, voilà, rien à rajouter. Pardon, très grosse perte de Guevara. Ouais, Kvaratskhelia, moi honnêtement, au Paris Saint-Germain, alors il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie, mais j'avoue que c'est mon chouchou. Donc voilà. Euh, je voulais rajouter quelque chose et j'ai totalement oublié, mais c'est pas très grave. Mais voilà.
Si on part sur le match quand même de l'AS Monaco, on va aller sur Monaco. On l'a dit la semaine dernière. C'est ça sur Keller, je viens de retrouver. Je l'ai quand même mis meilleur buteur de Ligue 1. J'avais dit Liu Biarritz, donc à voir ce qui va se passer. Sur le match de Monaco, on en a parlé la semaine dernière quand même. J'avais plutôt, enfin moi j'avais plutôt prédit que Monaco allait se prendre un petit mur en Ligue des Champions. C'est ce qui est arrivé. Ils en ont pris un gros, même une belle claque. Donc voilà, il y a eu ce point positif avec Ansu Fati qui est rentré et qui a marqué, c'est ça, hein. C'est lui qui marque, donc voilà. Mais ouais, ils ont pris une sacrée claque contre le Club Bruges. Une équipe en dessous, même le coaching de Adjuter que j'ai pas trop aimé. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu as un peu retenu de ce match? Toi, tu les avais annoncés vainqueurs pour le coup, hein. Annoncé vainqueur, pour le coup, c'était pas dans une vision où je diminuais Bruges. C'est que je voyais Monaco être en capacité de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Je pense qu'il y a une absence notable à signaler, par contre, c'est quand même Zakaria. Toute son expérience, toute sa qualité de joueur a totalement manqué dans ce milieu de terrain monégasque. On l'a vu, je pense qu'il aurait été un petit peu plus dur sur Van Aken. Van Aken qui est un très très bon joueur de foot et qui a montré toute sa classe et sa qualité de passe sur l'ensemble du match. Euh, Après, pour le coup, Monaco, je suis un peu comme toi, je suis un peu déçu. Donc après, peut-être que s'ils avaient marqué un penalty, ça aurait un petit peu changé le scénario de la rencontre. Après, quoi qu'il en soit, sur la physionomie, sur le rapport de force entre Pierre et Nadia, Bruges a été largement au-dessus. Ils sont passés totalement à côté de leur premier match de Ligue des Champions. Donc, est-ce que c'est juste un jour sans et couplé à une excellente performance de Bruges, ou est-ce que Monaco est capable de passer un cap et d'être plus performant en Ligue des Champions? On va vite le savoir. Mais en tout cas, vraiment déçu de cette performance. Ouais. Juste reprends mes notes, il y avait aussi Golovin qui était absent. Donc on avait quand même un milieu de terrain, Camara Bamba, c'était plutôt allez, faible. Ouais, en tout cas sur ce match, c'était plutôt faible, hein. Il y a aussi ce penalty arrêté. Euh, Ce penalty arrêté par Mignolet. Donc c'est Akliouche qui l'a tiré. Et en plus Mignolet qui sort à peu près à la 20e dans ce match. Donc voilà, en fait, c'était vraiment pour noter le gros point faible de Monaco, c'était cette défense quand même, où ils ont pris beaucoup de buts. Et je crois, alors j'ai plus la stat, si, 30e, on était déjà à 11 tirs pour Bruges, donc c'est quand même énorme. Je crois qu'au final, ils finissent avec 15 tirs, je crois, juste en première mi-temps. Donc voilà, sur cette équipe de Monaco, ils se sont plutôt bien rattrapés en, en Ligue 1. Et alors, est-ce que tu as le prochain adversaire de Monaco en Ligue des Champions, Gaëtan? Non, Non, je là, te, là, je te le dirai après teaser. Euh, ok. donc je pense que Monaco, voilà, ils ont pris leur claque. Sur le prochain match, ça va être compliqué. Ah, si, Euh, c'est bon. Tu l'as? C'est bon. Ouais. Je Vas-y. peux le dire ou Vas-y, vas-y, vas-y. City à domicile? Ah, là, ils reçoivent City, donc ça va être une sacrée opposition. Va falloir qu'ils quand même montrent un autre visage. Bon, après, ils sont à domicile, mais bon, sans aller taper sur les supporters de Monaco. Monaco à domicile, c'est différent d'autres clubs. Voilà. Mais voilà. Si on a quand même le gros match de cette Ligue des Champions pour les clubs français, c'est cette OM, enfin Real de Madrid OM, donc c'était à Bernabeu. Grosse perf de l'Olympique de Marseille quand même s'ils ont pris quand même un sacré rouleau compresseur par ce Real de Madrid. On va revenir sur les perfs de Rulli quand on va parler du Classico, enfin du classique. Ouais, très gros match de Rulli, même Balerdi, on sent qu'il a fait un gros match qui a été vraiment solide. En fait, toute cette équipe. J'ai vu que c'est Højbjerg, je crois, qui s'est fait un peu allumer sur d'autres médias en disant qu'il avait fait un match plutôt mid. On a vu Kondogbia, c'est lui qui déclenche le penalty quand même, mais qui fait quand même un très très gros match. Là, il était blessé pour ce classique. Euh, est-ce que tu voulais revenir sur la performance de Marseille, peut-être sur un joueur ou un point tactique, Gaëtan? C'est Mais comme déjà, toi.
sur l'aspect un peu plus général de la rencontre, on avait eu un gros débat avec Tiziano et toi la semaine passée, en se questionnant sur le fait de savoir comment Marseille allait aller à Santiago Bernabéu, avec quelle volonté. Eh bien, on a pu voir qu'ils ont été, ils sont allés avec leurs idées en fait, leurs idées habituelles. Ils n'ont pas changé de d'habitude, même s'ils ont quand même un début de match qui est plutôt compliqué. Où, si le Real arrive à marquer, ben, c'est peut-être encore un petit peu plus dur. Mais je sais pas si tu te rappelles, je l'avais un petit peu dit ça dans l'émission. J'avais dit que si le Real marquait rapidement, ça allait être compliqué pour Marseille. Alors que si c'était pas le cas, ben Marseille pourrait poser quelques difficultés au Real. Ça a été le cas. Mais moi, je vais revenir un peu sur l'après-carton rouge de Carvajal, en fait. Parce que malgré la bonne performance de Marseille, je suis un peu déçu qu'à ce moment-là, ben, je l'ai pas forcé un petit peu pour aller plus haut. Alors, est-ce que c'est une question de fatigue? Parce que malgré tout, jouer à Santiago Bernabéu et avec leurs idées, ben, c'est fatigant. Donc, est-ce qu'ils ont pas eu les capacités de faire mieux cette possibilité? Moi, je pense que ils étaient en mesure de continuer en fait, dans leurs idées et de pas, en fait, pas reculer. Je pense que ça a été un peu le regret. Bon, après, la différence se fait sur un penalty qui peut être discutable, sifflable, pas sifflable. quand même. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats. Malgré tout, il y a quand même main. Est-ce que c'est sifflable, pas sifflable? En tout cas, c'est comme je te dis, moi, je veux pas du tout. L'idée, c'est pas de parler d'arbitrage, je préfère qu'on parle foot. Ça a été sifflé, c'est comme ça. Mais après ce carton rouge, ouais, je regrette un petit peu le fait que Marseille n'ait pas continué d'aller vers l'avant et un petit peu reculé sur le terrain. Ouais. Moi, alors, si on doit revenir sur l'arbitrage, quand même, il y a des fois, il y a des trucs qui sont quand même hallucinants. Alors, peut-être pas la main. Pour moi, il y a main, déjà, ça reste quand même une erreur, mais bon, à la limite, interprétation, tout ça. Moi, je suis pas arbitre, bref. Mais il y a quand même cette attitude sur ce carton rouge de Carvajal où Ouais. presque l'arbitre, il hésite quand même à lui mettre. Voilà, est-ce qu'il a Pérez à l'oreillette qui dit quelque chose ou quelque chose comme ça? Mais c'est fou quand même l'attitude de l'arbitre. Il y a carton rouge tous les jours. Et voilà, et après, moi, voilà, en fait, je pense qu'il n'y a pas main et ça change. Du coup, ça change ce match parce que si Marseille part avec ce match nul du Real, c'est quand même dans les têtes, tout ça, c'est quand même. Ça fait quand même une différence, pardon. Donc voilà. Après aussi à noter, même s'il a été offensivement, il y a quand même cette espèce de tir raté qui croise pas Aubameyang sur une action. Donc voilà, il a plutôt fait un bon match même s'il rate cette belle occasion. J'essaye de me remémorer sur les notes sur le match de Marseille, mais je pense que voilà, il n'y a pas énormément à rajouter. Mais comme tu l'as dit et comme on se posait la question, ils ont joué le coup à fond. Et franchement, très belle perf de Marseille. En tout cas, même s'ils perdent contre un Real de Madrid. C'est pas le meilleur Real de Madrid qu'on a vu depuis certaines années, mais déjà on voit que il commence à avoir la touche Xabi Alonso, tout ça. Mais en tout cas, pour la confiance, on va le voir pour le match de ce week-end. Ça leur a donné quand même un sacré boost et à voir pour la suite. Donc voilà. Donc, pour rappeler les prochains adversaires, donc c'est la semaine prochaine, hein, directement la Ligue des Champions. Donc l'Olympique de Marseille va recevoir l'Ajax. Donc pardon, Monaco, pardon. Monaco reçoit Manchester City et le Paris Saint-Germain se déplace au FC Barcelone. Donc au final, ça va se jouer au... Ça se jouera pas au Camp Nou, de ce que j'ai vu, hein. À un moment, c'était annoncé et ça ne jouera pas au Camp Nou. Donc voilà, sur ces matchs de Ligue des Champions. Euh, on a quand même eu ce match d'Europa League hier soir, hein. On tourne jeudi entre l'OGC Nice et l'AS Roma. Nice qui a pris une claque ce week-end contre Brest. Euh, Contre la Roma, ça a été meilleur. Il y a juste eu une déconnexion pendant 5 minutes et l'OGC Nice a pris 2 buts. Après, comme l'a dit Francaise, bon, il était plutôt lucide, hein. C'était quand même on savait que c'était une meilleure équipe, la Roma. Donc, on parlait de l'Atalanta, l'ancien coach de l'Atalanta, Gianpiero Gasperini, qui est quand même un très grand nom
parmi les coachs, donc voilà, hein, qui a plutôt fait son travail. C'était deux équipes en 3-4-3, 3-5-2, enfin en tout cas avec trois défenseurs, donc c'était à peu près les mêmes physionomies d'équipe. C'était un match très tactique sur la deuxième mi-temps, voire la première aussi, hein, au final. C'est, fallait voir ce match. Fallait voir ce match depuis les tribunes ou depuis la télé parce que moi j'étais un peu derrière les cages donc tactiquement c'était un peu plus compliqué à voir mais voilà, mais après voilà, l'OGC Nice a fait ce qu'il pouvait avec les armes qu'il pouvait. En plus, il y avait eu cette histoire que Terem Moffi et Klos ont été punis par Francaise parce qu'ils ont eu des retards à l'entraînement et c'est totalement justifié, hein, on va pas revenir sur ça, même s'ils sont quand même rentrés dans le match. Euh, donc voilà, défaite, encore cette série de Nice qui continue en Coupe d'Europe. Prochain match, ça sera Fenerbahçe. Donc voilà, assez déçu, mais plutôt logique quand même quand on voit le début de saison de l'OGC Nice. Plutôt logique, voilà. Et encore un grand match quand même de Manu Cognier. Il y a une ou deux actions où peut-être il peut prendre un deuxième carton jaune. Faudrait que je revoie le match pour exactement vous dire, mais je ne l'ai pas encore revu. Mais, euh, mais en tout cas, il a quand même fait un gros match. Donc voilà. Est-ce que tu voulais peut-être dire un mot sur Nice ou l'AS Roma ou on est plutôt bon sur ça, Gaëtan? Ouais, pour l'instant, je pense que t'as bien résumé cette rencontre. Je pense que Nice, pour le coup, quand ils ont commencé à faire leurs prévisions sur la campagne européenne, ils n'avaient pas mis 3 points dans tous les cas face à la S Roma, même si je pense que c'est un match qui peut permettre de prendre en confiance parce qu'ils ont quand même tenu la dragée haute à cette équipe romaine pendant une grosse partie de la rencontre. Après, comme tu l'as dit et comme Franquet l'a dit, il y avait une différence de niveau, ça se ressent malgré tout. Et après, voilà, on a Nice, le débat il est plutôt simple. Il va falloir qu'ils récupèrent beaucoup de monde au fur et à mesure. Et on sait que s'ils doivent atteindre un niveau de performance un peu plus haut, ça sera peut-être dans un mois et demi. Il va falloir qu'ils soient en capacité de le faire. Mais je pense que la target pour être prêt, elle est un peu plus tard dans la saison. Ouais, bah, ouais, mais ça tombe bien que tu parles des blessés parce que le coach Francaise l'a dit. Tous les joueurs, hormis ceux qui ont les croisés, donc N'Dia Chimier et Abdelmomen, donc sont aptes. Sinon, le reste, en fait, tout son groupe s'entraîne. On a vu Ali Abdi rentrer contre la Roma. On a vu Mohamed Ali Chaud rentrer donc sur le match contre Brest et sur le match contre la Roma. Tanguy Ndombele s'entraîne. Pour le coup, je l'ai vu s'entraîner. Alors lui, je pense qu'il aura un peu plus de temps pour qu'il revienne. Mais déjà, si on peut voir Moïse Bombito contre dans Ligue 1 sur le prochain match contre le PFC à la place d'un Djoumaba qui est vraiment en très grande difficulté. Pour le coup, c'est pas Antoine Mendy sur lequel on va taper parce qu'il a plutôt fait un bon match, même si lui aussi il a eu des performances compliquées. Dante, à voir s'il peut enchaîner. Peut-être qu'il sera lui aussi sur le banc contre Paris, quoique c'est à domicile, donc je sais pas trop. Mais on sait que Dante, c'est quand même un élément pour toute l'équipe, en fait, essentiel. Donc voilà, c'est le capitaine. Et honnêtement, ça se voit. Il y a une vraie différence quand il est en défense, enfin quand il joue et quand il joue pas. Et voilà. Donc ouais, si on peut récupérer déjà Bombito sur le match du PFC, ça peut être cool. Voilà sur cette équipe de Nice. Donc prochain adversaire, l'OGC Nice se rend à Fenerbahçe en Turquie. Et, euh, et voilà. Donc je pense que sur les Coupes d'Europe, on est plutôt bon. Donc on va quand même rentrer, c'est une émission sur la Ligue 1. Et on va rentrer sur le gros match de cette semaine en Ligue 1 entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Donc le classique. Alors, par où commencer? Parce qu'il y a pas mal de choses. Directement, on va quand même donner le résultat. 1 but à 0 pour l'Olympique de Marseille. Euh, euh, But à la 5e minute de Naïef Aguerd. Naïef Aguerd qui n'était pas là, on l'a pas dit contre le Real de Madrid, mais peut-être que lui aussi il aurait pu apporter un truc en plus défensivement. Euh, donc voilà, 1-0 victoire de Marseille. Donc ça faisait 14 ans que l'Olympique de Marseille n'avait pas gagné en championnat contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Donc voilà, malédiction vaincue, on va dire. Pour rentrer dans ce match, donc on avait deux équipes quand même avec trois défenseurs, plutôt un 3-4-1 pour Roberto De Zerbi et un 3-5-2 pour Luis Enrique.
Luis Enrique qui était cette fois-ci sur le terrain, pas de tribune pour lui, il voulait voir le match au plus près. Donc il a vu ce 3-5-2 de son équipe qui a pas été très très bon. Déjà sur ses compositions, alors juste pour aller sur les joueurs, on avait Pechao quand même qui était titulaire à Marseille, Gouiri en pointe, Greenwood qui était un espèce de d'hybride entre son côté droit et ce numéro 10, et c'était plutôt Wea qui prenait tout le côté droit. Cette défense centrale avec, donc on en avait parlé, Guy Ange, il en avait parlé déjà sur le débat sur la défense de l'Olympique de Marseille. Donc on a vu cette défense centrale Aguerd, Balerdi, Pavard, Wea à droite, c'était plutôt Emerson à gauche. Et au milieu de terrain, donc Højbjerg, O'Reilly. Au milieu de terrain, sur Paris quand même. Donc là, ce 3-5-2, en fait, c'était l'équipe de Paris. Donc avec ce troisième défenseur, donc Zabarni, qui est venu se caler dans cette défense. Au milieu de terrain, avec l'absence de Joao Neves, c'est Zahir Emery qui l'a remplacé. Et devant, donc c'était Ramos Kvaratskhelia. Donc sur ces deux compos, Gaëtan, qu'est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu as noté? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Déjà, pour commencer sur celle de Marseille, je pense qu'on avait suffisamment discuté dans l'émission, mais par rapport au profil de défenseur qu'a Roberto De Zerbi à disposition, je pense que c'est le système de jeu idéal. Idéal parce que pour le coup, en plus, il y a des vrais joueurs qui sont aussi capables de jouer piston. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu as beaucoup apprécié la performance de. Donc, Alors, on t'a pas entendu, est-ce que tu peux répéter? j'ai dit, tu as beaucoup apprécié la performance de Wea, pardon. Oui. Et, euh, et pour le coup, il s'impose. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant cette rencontre. Donc, dans son rôle de piston. Mais ouais, pas surpris par cette défense à 3 à Marseille, je pense. La direction dans laquelle il pour, euh, pour performer son championnat ou en Ligue des Champions. Euh, J'avais un peu plus pas de, comment dire, de doute sur cette défense à 4, dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de profils un peu hybrides. Medina, on ne sait pas si c'est plus un latéral ou un central, c'est plus deux. Benjamin Pavard, on sait que c'est totalement un défenseur à 3. Pour le coup, Aguerd et Balerdi, on voit un peu plus leur positionnement. Mais j'ai perdu son prénom, mais c'est Egal Riley. C'est aussi un profil un petit peu hybride. Donc pour moi, cette défense à 3, elle est vraiment, je pense, bonne. Et du coup, ça amène une dynamique un peu différente. J'ai plus souvenir s'il avait utilisé récemment dans la saison. Mais je pense que ça a peut-être causé un petit peu de problèmes à Paris qui ne s'attendait pas forcément à avoir cette animation, hein, ce système-là. Pour le coup, je fais la transition directement sur Paris. Vas-y. Et moi, j'ai pas du tout compris ce changement de système. Je fais partie des personnes qui sont un peu pragmatiques sur quand on a une organisation qui fonctionne, mais il faut rester sur les choses qui fonctionnent. Et en plus de cela, sur les profils en défense centrale, pardon. Et pour moi, c'est essentiel. Au-delà des pistons, si on joue à 3, c'est les 3 de derrière qui sont vraiment essentiels à mettre en position. Et pour moi, hormis Pacho, Marquinhos et Zabarni, c'est vraiment deux défenseurs centraux d'une défense à 4 pour moi. Et je les vois pas en capacité de jouer dans une défense à 3, être capable de fixer sur des 15-20 mètres pour aller gratter de l'espace. Euh, je sais que on en a un petit peu parlé en off, mais on parlait un petit peu de l'analyse de Ricky Tactics sur ce match, pardon. Et un point qu'il a signalé sur sa vidéo sur le Classico, c'était le manque d'imprévisibilité sur cette défense à 3 de Paris, justement, et leur côté un peu immobile. Mais ça rejoint, pour moi, Zabarni, c'est pas un joueur qui est capable comme Pavard, par exemple, à l'inverse, dans l'équipe adverse, qui est capable d'aller fixer, qui est capable de trouver des passes cachées de 15-20 mètres. C'est beaucoup moins le profil, même si c'est un très bon défenseur central, et qui en plus de ça a joué à 3, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière à Portsmouth. Donc
Ouais, je suis pas fan de cette organisation pour Paris. Ouais, alors c'est sur ce point qu'on va aller, sur cet aspect offensif. On sait que Nuno Mendes, c'est un espèce de piston hybride qui se place en attaque, qui était presque en pointe de temps en temps, mais ouais, totalement d'accord sur cette histoire de Zabarni. Cette défense à 3, on l'avait évoqué un peu plus sur quelques matchs avant, peut-être qu'il allait la tester. Au final, ça n'a pas donné grand-chose. Moi, j'avais noté aussi que Paris a été très approximatif. Alors là, ça vient même pas de la tactique, mais c'était vraiment pendant le match, il y a pas mal d'approximations. Bon, il y a quand même des absents à noter quand même sur cette équipe de Paris, hein. C'est quasiment toute ton attaque, ou en tout cas Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Barcola. On l'a pas précisé, mais en plus il jouait lundi parce que le match a été déplacé à cause des intempéries. Bref, je pense pas que c'est ça qui ait fait la différence, mais en tout cas, cette équipe de Paris est vraiment cette composition, elle n'a pas été, j'ai pas le mot, mais très optimum, quoi. Très optimum, ça n'a pas été un grand Paris Saint-Germain. Le match, il était, honnêtement, même sur l'équipe de Paris, on aurait pu s'attendre à ce qu'il quand même domine le match. Au final, alors j'ai noté la stat, donc c'était 2 ballons touchés dans la surface de l'Olympique de Marseille en première mi-temps. Sur la deuxième, pareil, peut-être sur la fin du match, ils ont un peu plus dominé, mais bon, c'était pas une domination outrageuse. Sur cette composition de l'Olympique de Marseille. Bah ouais, honnêtement, ils ont tous fait le travail. Euh, que dire de plus sur les facteurs X quand même de... Tu voulais dire quelque chose, Gaëtan? Non. Ouais, j'ai un petit avis pour revenir un petit peu sur, du coup, sur on va dire un peu cette impuissance offensive parisienne. On sait que leur animation est idéalement, enfin, habituellement, pardon, c'est plus le mot, en 3-2-5, quand ils ont le ballon, avec Vitinha qui redescend d'un cran, les deux ailiers du 4-3 initial qui écartent et qui permettent du coup aux latéraux, que ce soit Achraf ou Nuno Mendes, d'intégrer des positions un peu dans les deux espaces et avoir Fabien Ruiz et John Neves un peu plus dans le cœur du jeu. Mais je pense que l'impuissance a aussi été causée par le manque de largeur du coup. Parce que tu parlais de Nuno Mendes qui est en position axiale, mais du coup qui occupait la largeur tu vois, sur le côté parisien. Euh, En fait, quand trop de joueurs sont dans l'axe, la difficulté derrière, tu parlais d'imprécision technique et ça totalement cela. C'est que plus il y a de joueurs dans l'axe, plus il y a de densité. Donc forcément, si en plus de ça, t'es pas dans un bon, mais techniquement, c'est difficile de trouver des relais et de réussir à sortir de cette densité. En plus, on a pu observer que Marseille cherchait à sortir fort sur les côtés et à les enfermer. Donc, euh, donc, en fait, si le piston était touché, qu'il n'avait pas forcément un relais devant lui, et en plus de ça, si à l'intérieur il y avait de la densité, mais c'est un peu compliqué pour jouer. Est-ce que je pense que du coup maintenant la question à se poser, c'est de savoir est-ce que on en a un petit peu parlé avant, est-ce que c'était un choix par défaut par rapport aux joueurs à disposition, et là on peut parler un petit peu des blessés, ou est-ce que c'était un vrai choix tactique de Luis Enrique? Euh, de mon côté, je pense que c'est plus un petit choix par défaut par rapport en fait aux joueurs à disposition et au nombre de blessés offensivement. Je vais te devancer, mais je sais que tu vas me parler Vas-y, vas-y. de Mbaye, parce qu'on en a parlé un petit peu avant et tu vas me parler de Mbaye. Pour moi, C'est pas forcément Mbaye, mais c'est plutôt en fait bah, déjà sur les joueurs qui sont rentrés dans ce match. Du côté du Paris Saint-Germain plutôt, hein, même comparé en fait à cette équipe de Marseille, donc il y a Lee Kang-in et Mayolo Mbaye. À mon avis, il n'a pas fait démarrer Mayolo parce qu'il veut peut-être le refaire comme contre l'Atalanta, où il va peut-être le faire jouer contre le Barça. À voir, hein, c'est une supposition, j'ai pas l'info. Mais tu vois, quand on regarde les joueurs qui sont rentrés du côté de l'Olympique de Marseille, donc avec Aubameyang, Murillo, Nadir, bon après Robin Ovas qui rentre à la fin du match, mais bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément déjà les armes pour faire entrer plus de joueurs dans ce match, hein. Il y avait Beraldo Hernandez, donc c'est Camara, son prénom, Noam Camara, donc voilà, Lee Kangin, et après les deux gardiens, Mayulu et Mbaye.
Donc ça revient à ce que tu disais, donc ce choix de tactique par défaut, et en plus t'as pas forcément de quoi te réadapter tactiquement, à part changer ton système, ce qu'on n'a pas vraiment vu au final, hein, il a quand même pas fait rentrer, enfin il a quand même pas changé, si je crois qu'il a changé à la fin quand Pacho sort, il me semble. Enfin à la fin, à la 64e, mais ça n'a pas été une réussite. Mais en fait, moi, ma question plutôt sur ce match était quel était le facteur X de ce match? Donc, si tu en as un, tu peux nous le développer. Moi, j'ai plutôt trois propositions. Est-ce que donc ça a été cette tactique de Luis Enrique ou le très gros travail de Roberto De Zerbi qui a clairement il a fait un meilleur match que Luis Enrique dans le match des coachs. Est-ce que ça a été vraiment cette performance de Geronimo Rulli qui a fait une très 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 grosse performance? Au final, hein, Marseille gagne sur un but à zéro avec une erreur de Chevalier, hein, c'est quand même l'erreur du gardien. Bon, après, il y a le but, mais voilà. Donc, est-ce que c'est Rulli qui a vraiment maintenu son équipe en place? Ou alors, alors là, c'est pas vraiment un facteur X, mais plutôt une excuse qu'on pourrait donner, même si moi je la prendrais pas celle-là, ça serait l'absence des joueurs du Paris Saint-Germain, donc Barcola, Dembélé, Doué. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce facteur X de ce match? Je pense que déjà, tous les éléments que tu as cités ont un peu leur importance dans cette rencontre. Je vais rapidement revenir sur la dernière, sur les blessés. Forcément que ça a un impact, mais comme tu le dis, ça peut pas être une excuse. En tout cas, sur une rencontre de football. On va juger ce qui s'est passé sur le terrain, et avec Dessy, on refait le monde. Il y aurait pu avoir peut-être des doués, mais là, je que Marseille aurait peut-être eu du coup un peu plus d'espace parce que Paris se serait livré un petit peu plus, et aurait peut-être été encore plus performant dans la transition. Donc, on peut pas savoir en fait. Et pour moi, c'est pas du tout une excuse, c'est comme pour l'arbitrage. Je pense que des fois, il faut arrêter de se cacher derrière blessé ou arbitrage. Discutons plutôt foot et c'est un peu plus intéressant. Donc, pour revenir un peu plus, du coup, soit Rouli, soit on va dire un petit peu la bataille de Zerbi. Mais c'est pas facile à choisir, mais peut-être la tactique entre De Zerbi et Luis Enrique. Je reviens surtout, je pense que Luis Enrique, du coup, s'est mis un peu des balles dans le pied en choisissant ce système de jeu. Marseille est bien préparé. Je pense qu'on en parlait un petit peu plus tôt aussi avec la rencontre contre le Real. Il y avait un peu une frustration par rapport à ce résultat. La chance qu'ils ont eue, c'est de retomber directement sur et donc avoir une motivation plus importante. On en parlait un petit peu sur l'aspect mental, mais 14 matchs sans défaite, mais c'est une série à laquelle tu as envie de casser. Je suis bien placé pour le savoir en tant que supporter bordelais sur les séries marseillaises dans les confrontations. Bah, nous, à ce moment-là, dès qu'on jouait Marseille, mais c'était surtout le match à pas perdre. Ça nous a porté défaut par moment, mais en tout cas, c'est toujours des matchs importants. Elle est full. Donc, ouais, moi, je dirais deux Zerbi, bonne préparation de Zerbi et Lucien Enrique, choix peut-être par défaut, mais en tout cas, mauvais choix de système de jeu. Je pense que je reviendrai sur des classiques un peu plus rapidement, pardon, si j'étais à sa place. Et Mais le choix. comme tu l'as dit, sur ses atouts mentaux, après, je pense qu'on pourra aller sur autre chose que vraiment le match en lui-même. Mais sur l'aspect mental, aux commentaires, donc on avait Adil Rami en bord de pelouse qui disait dès les premières minutes de match, Deserbi il est déchaîné, on ne sait pas s'il va finir le match. Au final, il n'a pas fini, bon, pour quelques minutes, mais on voit il était vraiment à fond dedans. Et je pense que ça, avec tout ce qu'on a dit sur le match du Real de Madrid, ça a fait la différence. Je pense que ça fait une vraie différence. Après, on connaît hein, le vélodrome qui te pousse, ben, c'est un 12e voire 13e homme. Il y a aussi, alors je sais plus c'est qui exactement qui disait ça, mais il y a aussi ce truc de, bah, au final, on voit que, nous on en a déjà parlé, mais Pablo Longoria, Mehdi Benassia, qui veut redonner une identité de la gagne à cet Olympique de Marseille, ben, voilà, la preuve en est. Et comme je l'ai dit sur le match du Real, honnêtement, l'Olympique de Marseille ne démérite pas du tout. Et là, cette victoire, ils sont allés la chercher, hein, erreur par erreur. Eux, ils ont gagné, ils ont fait leur match. Et, voilà. Donc voilà, après le Paris Saint-Germain, en dessous, on sait.
physiquement, peut-être que eux, avec la préparation qui n'a pas été optimum, tout ça, plus le match, mais bon, ça reste des excuses. Marseille gagne ce classique, donc ce qui nous ramène à ce classement de Ligue 1 quand même, où on a 4 équipes qui sont à 12 points, ex aequo, donc il y a juste Monaco qui est ex aequo en différence de but pour vraiment le numéro un du classement. Mais en tout cas, Monaco, Paris, Lyon, Strasbourg, 12 points, Lille, 10 points, Marseille, 9 points et Lens, 9 points. Est-ce que ce match, ce classique, a, bah déjà, ça donne de l'attrait à la Ligue 1 parce que on voit déjà que c'est pas Paris qui décolle. Comment formuler cette question, mais est-ce que ça relance la Ligue 1? On voit qu'il va vraiment avoir, là on est déjà bon, à peu près à 5 matchs, 6-7 matchs pour ceux qui sont en Coupe d'Europe et qui ont joué des matchs avant. Est-ce qu'on va avoir une vraie Ligue 1 bien serrée avec une vraie concurrence? Ou c'est encore trop tôt pour le dire, Gaëtan? Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire dans le sens où Paris, comme je le dis depuis le début, je les vois quand même dominateurs de ce championnat. Faut pas oublier qu'ils sont dans un contexte un petit peu particulier sur leur préparation estivale. Donc, euh, donc qu'ils perdent des points, ça me surprend pas non plus. Mais malgré tout, ce qu'il y a à souligner, c'est qu'il y a une densité quand même d'équipe qui est présente, qui est en capacité d'enchaîner des victoires. J'en avais parlé un peu avec Monaco. Monaco, plus gros, son plus gros combat, ça allait être de gagner les petits et d'être du coup en capacité de faire des séries. Mais on peut le voir avec toutes les équipes, les rapports de force contre les petites équipes, mais au final, qu'ils soient bons, pas bons, ils arrivent à remporter les matchs. Lyon face à Angers, ça n'a pas été une masterclass de Lyon, ils ont réussi à gagner. Auxerre, Monaco, ça n'a pas été une masterclass de Monaco, mais ils ont réussi à gagner. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ces équipes arrivent à enchaîner. Et c'est là où, s'ils arrivent à le faire, par exemple, je pense que le bilan pourra se faire à la mi-saison. Si on a entre la première et la cinquième place, on a un point d'écart, je pense que la deuxième partie de saison peut être vraiment très très intéressante. Ouais, 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 bah, je suis totalement d'accord, hein, je vais pas en rajouter plus. On voit que en plus les calendriers sont bien faits quand même parce que l'Olympique de Marseille va affronter Strasbourg le prochain match. Paris recevra Auxerre. Donc on verra. Alors on fera peut-être on fera un bilan sûrement de mi-saison à la trêve, mais peut-être d'ici encore 5 matchs, au bout de 10 matchs, on aura quand même un bel échantillon. Et on pourra se poser les questions sur cette concurrence en Ligue 1. Sur les autres matchs de cette... je pense que sur le Classico, à part si tu voulais rajouter quelque chose, je pense qu'on a été bon. Ça reste un 1-0, mais un bon 1-0. Sur les autres matchs, que je me remette les résultats de cette cinquième journée. Donc, on avait Lyon-Angers qui gagne 1-0 pour Lyon. Rennes-Nantes 2-2, Brest-Nice 4-1, Lens-Lille 3-0, Paris FC Strasbourg 3-2 pour Strasbourg, Monaco qui gagne 5-2 contre Metz, Le Havre-Lorient match nul 1 partout et Auxerre-Toulouse 1-0 pour Auxerre. Sur quel match tu voulais revenir, Gaëtan? Est-ce qu'on part directement sur le Lens-Lille quand même? Tu peux. Alors déjà, vraiment, c'est vraiment le football qu'on aime, la Ligue 1 qu'on aime. 3-0, Stade Bollaert en feu avec les tifos, tout ça, sous la pluie. Honnêtement, c'était assez fou à vivre. Pas bravo quand même à New Balance pour les maillots de Lille. Je tenais à le notifier quand même, moi qui suis très fan de maillots de foot. Là, pour le coup, vraiment pas bravo. Mais si on parle un peu foot, je vais aller me mettre sur le match. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce match, sur cette victoire dans ce derby avec Florian Thauvin qui marque contre Lille quand même, c'est à noter. Voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce beau derby quand même? Mais avant de passer au cas par cas au niveau des joueurs, on va se remettre un petit peu un contexte. Mais Lille qui débarquait à Lens en étant sur une belle série, une belle dynamique. Lens qui avait montré de très belles choses. Donc tout qui permettait de penser qu'il allait avoir un très bon match à voir. On n'a pas été déçus. Et Lens, au final, a été capable en fait de renverser Lille.
dans un match attendu. Et là, je vais passer un petit peu plus au cas par cas. Un joueur qui l'était encore plus, c'est Florent Thauvin. Et au-delà de son but, il a été très, 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 très bon. Très bonne pioche, je pense, du mercato côté lensois. C'était c'était Tiziano qui le valorisait. Et bien, pour le coup, il faut être aussi être en capacité de mettre en valeur quand il y a des bonnes choses. On sait le faire quand on est mauvais. Faut être aussi capable de le dire quand c'est bien. Et du coup, Florent Thauvin, mais gros match. Impressionné par sa générosité dans l'effort. Parce que Florent Thauvin, le joueur technique, on le connaît. Mais franchement, dans sa débauche d'énergie, j'ai beaucoup aimé. Lens, dans l'ensemble, c'est très cohérent. Moi, je suis un très grand fan de Pierre Sage sur le coaching. Et, euh, et ça se voit. Enfin, j'aime beaucoup la patte qu'il met sur son équipe, les valeurs qu'il transmet. Euh, En fait, tout ce qui se dégage de Lens, c'est tout ce que je peux aimer dans le foot. Une équipe cohérente, qui est solidaire, qui est joueuse, qui est exigeante envers elle-même. Donc, j'aime beaucoup. Je ne suis pas là à critiquer Lille parce qu'au contraire, j'étais un des observateurs un peu sceptiques sur Lille en début de saison et m'ont donné tort, tout simplement, sur ce début de saison. Mais gros coup de chapeau à Lens. Ouais. Et à noter, dans l'équipe type de la Ligue 1 de cette cinquième journée, ils ont placé donc l'équipe de la Ligue 1 de la cinquième journée, c'était Lens, l'entraîneur c'était Pierre Sage, et ils ont placé Simon Baidou en défense centrale dans cette équipe type. Donc ouais, félicitations à Lens, et comme on l'a dit, hein, ils sont ex aequo avec l'Olympique de Marseille à 9 points, donc ça sera quand même à suivre. On verra pour leur match de la semaine prochaine, ça sera contre qui. Rennes. Euh, Pardon? C'est Rennes-Lens, le match de dimanche soir. C'est Rennes-Lens exactement, en plus on se l'est dit avant. Tac, j'essaye de retrouver les autres matchs. Tac, tac, tac. Hop là. Moi je vais revenir quand même sur la perf de Strasbourg. Parce que j'ai maté le match et franchement, belle perf de Strasbourg, belle perf du Paris FC aussi qui a failli revenir. Et au final, sur la fin de match, quand Rosenior fait rentrer le Capitano, Emega. Emmanuel Emega, ça change totalement la physionomie du match. Il fait la passe D pour Guéladoué. Guéladoué aussi qui est revenu, c'est un très bon point positif pour cette équipe de Strasbourg. Je l'avais dit la semaine dernière, je n'étais pas très emballé sur cette équipe de Strasbourg depuis le début de saison. Et là, pour le coup, je me suis réconcilié avec eux. Euh, Diego Moreira qui fait la passe D sur Paez. Très, très, très belle action. Très beau centre aussi. Donc voilà, sur cette équipe de Strasbourg, j'ai été plutôt convaincu. Et si Emega revient donc à un très bon niveau, enfin un très bon niveau, en tout cas qu'il peut enchaîner les matchs hein, parce qu'il était blessé sur ce début de saison, ça va être un très bon point positif, sachant qu'ils ont la Coupe d'Europe du coup cette semaine, non, la semaine prochaine, pardon, contre le Bratislava. Et sur cette équipe de Paris, hein, même très intéressante aussi, hein, ça commence à prendre forme petit à petit. En plus, prochain match, ça va être contre l'OGC Nice, donc ça va être une bonne, comment dire, un bon match pour observer les deux équipes en plus. Donc voilà. Encore une belle perf de Kebal aussi, à noter, Moisés Simon. Donc ouais, ça commence à prendre forme, même s'il y a encore cette défaite. Et voilà. Est-ce que tu voulais peut-être dire un mot sur ces deux matchs, enfin ce match? Non, juste rajouter, mais tu parlais de Kemal, mais voilà, bravo pour son titre de meilleur joueur du mois. Parce que C'est vrai, j'ai oublié de le notifier. non, t'inquiète, on passe à deux. Mais non, bravo à lui, parce que en fait, j'ai pas forcément besoin de le décrire. Je pense qu'on voit tous ces matchs. Moi, c'est vraiment le genre de profil que j'aime beaucoup dans le foot. C'est un joueur percutant qui crée sans cesse, qui a pas peur d'aller au 1 contre 1. Donc, vraiment un joueur hyper intéressant. Et après, au-delà de ça, sur le match, je pense que tu l'as très bien résumé. Je suis content de la belle histoire pour Emega. Même si, je pense qu'il y aura une concurrence féroce avec Panicelli. Alors, on va les voir associés à deux. Euh, pourquoi pas. Mais, euh, mais je suis content. Content pour lui parce que on sait que les joueurs, ça marche à l'orgueil. Et là, je pense que c'est exactement ce qu'on a vu. Donc ouais, bravo à lui. Ouais. Ouais, je pense que peut-être, alors ça sera à voir, hein, mais Emega, je pense que Panicelli va peut-être aller sur le banc. Ça, à voir. Mais c'est dommage parce que c'est un joueur intéressant, tu vois. J'aimerais bien les voir à deux. Ouais, ouais, Honnêtement, non, j'aimerais bien voir.
À voir, si on pourra poser la question à Rosenior, on le fera. Euh, sur ce PFC aussi, Amari Traoré, son retour en Ligue 1, c'était plutôt pas mal. J'étais en train de chercher parce qu'il y avait un truc que j'avais noté. Oui, donc déjà qu'Henry Paes titulaire aussi, bonne pioche, mais c'était pas ça. C'était Penders. Alors, nous, comment dire? Sur la construction du jeu, donc quand le Strasbourg avait le ballon, on a vu ce point tactique, en fait, Penders, qui était au niveau des défenseurs. Et en fait, c'était une espèce de ligne à 4 en fait, où en gros Penders participait à la relance dans cette équipe. Bon, on le voyait vraiment se placer. Après, vraiment, est-ce qu'il a touché beaucoup de ballons? C'était pas énorme, mais je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si t'as fait attention déjà à ça, mais j'ai trouvé en tout cas cette tactique hyper risquée. Parce que sur vraiment un mauvais contrôle, un truc, là, c'est vraiment. T'as plus de gardien en fait dans tes cages. À voir si Rosenior il le refait pour les autres matchs. S'il prend le risque de le faire contre Marseille, franchement, on pourrait dire qu'il a un sacré cran, pour pas dire autre chose. Mais voilà, je sais pas si t'avais fait attention à ça ou si t'avais vu ça pendant le match. J'avais déjà observé la saison passée Strasbourg le faire. Je sais pas si c'était avec le même gardien, mais en tout cas, ça a déjà été fait. Donc, ouais, tu as eu une bonne observation sur cette rencontre. Alors, après, c'est toujours un calcul gain-risque. Parce que Il y a beaucoup de risques quand même, je trouve. Vraiment, il sur y ce a que j'ai beaucoup vu, de il y a risques. beaucoup de risques. Et du coup, il y a beaucoup de risques, mais il faut essayer de réfléchir au gain. Et tu vois, je pense que c'est la même logique quand, quand un milieu central vient s'insérer dans une défense centrale. Donc, c'est-à-dire essayer de créer une supériorité numérique et donc avoir un joueur qui est libre. Donc, je dis pas que c'est pas risqué, attention, Ouais. je suis un peu l'avocat du diable, mais je dis pas que c'est pas risqué. Par contre, je pense que derrière, c'est malgré tout préparé. Dans l'entraînement et encore plus de haut niveau, on sait que les gardiens sont vraiment intégrés de plus en plus aux conservations avec les joueurs. C'est plus comme il y a 15-20 ans où c'était vraiment. Bah, ils n'avaient pas de pied. Non, des fois, moi, pour le coup, je te donne un exemple personnel. L'année dernière, avec les 17 ans nationaux, on avait un gardien qui était en capacité d'être dans les conservations, mais sans problème, tu vois. Donc, ouais, c'est une évolution. Alors, est-ce que c'est une évolution qui a un grand intérêt? On peut se poser. Mais je trouve ça intéressant, mais un peu trop risqué de mon point de vue. Malgré tous les intérêts que ça a. Les intérêts que ça a, c'est une supériorité. Mais est-ce qu'elle est exploitable directement? C'est ça que je me pose comme question. Mais malgré tout, je trouve ça intéressant parce que ça amène. En fait, ça que que Rosselleur s'interroge, qu'il essaie de mettre en place des d'entreprise, qui tentent des choses. On a souvent reproché aux entraîneurs de Ligue 1 de ne pas tenter, donc est-ce qu'on va tirer à balle sur l'entraîneur qui est en capacité et qui prend le risque de tenter? Après, je pense que c'est à mettre en place, mais avec parcimonie, pas tout le temps. Ok, bah écoute, on verra ça sur les prochains matchs. J'ai dit qu'on ferait pas, je t'avais dit juste avant l'émission, on va pas faire une émission du 1h30, tout ça, on est quand même à 1h10, donc on va légèrement accélérer. Bah, je vais quand même revenir, hein, comme à chaque fois, ma petite note sur le match de l'OGC Nice, hein, qui a pris une masterclass de Ludovic Ayork, Ayork, comme on veut, mais qui prennent deux buts en moins de 10 minutes. On a senti cette équipe de l'OGC Nice perdue contre une équipe de Brest qui avait fait en plus un mauvais début de saison, honnêtement, hein. Et ben, en tout cas, ils se sont fait totalement avoir, totalement. J'ai pas les mots, mais voilà, c'était honnêtement. En plus, j'ai regardé la rediffusion, donc je l'ai même pas vu en direct. Et je savais déjà le score et tout ça, ça m'a fait quand même très mal de voir ce match.
plus la défaite en Coupe d'Europe, sale semaine pour les Niçois. Quand même rendre hommage à cette équipe de Brest, hein. Ils ont placé 4 joueurs dans l'équipe type, donc Kenny Lala, Chotard qui marque aussi, improbable. Ça fait longtemps, je crois il avait pas marqué quasiment. Del Castillo aussi, hein, belle perf, son beau deuxième but, et à York, hein, 3 passes d'un but. Franchement, honnêtement, il a fait un très 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 gros match. Et cette équipe de Nice qui se cherche encore. Donc, euh, je sais plus quoi dire. Je sais pas vraiment ce qu'il faut noter. Oui, quand même, Melvin Bard en défenseur central. Il y a beaucoup de personnes qui parlent que c'est une possibilité. Pour moi, c'est inenvisageable, je trouve. On voit aussi notre confrère d'Ineos, Ruben Amorim, qui met comme ça des latéraux dans une défense centrale. Je trouve pas ça très intéressant quand même. Je préfère quand même pour parler des tontons quoi, en défense centrale, que vraiment des latéraux comme ça dans cette défense à 3. Ces défenses à 3 des fois, quand on maîtrise pas quand les joueurs maîtrisent pas le système, on en a déjà parlé sur les premières émissions, je trouve ça, c'est quand même compliqué à voir. Mais voilà. Euh, voilà. Après, il y a quand même l'arrivée de Charles Van Noot, on l'a vu sur le match contre Nantes, et là le match contre Brest. Bon, c'est pas lui qui a réussi à faire la différence, mais je pense que c'est une vraie pièce apportée à cette équipe de l'OGC Nice. Voilà, je vais pas en rajouter plus. Je suis en train de regarder sur les autres matchs. Bon, Monaco qui s'est consolé contre Metz quand même. Et Auxerre, le retour de Donovan Léon qui a fait un très bon match, qui a arrêté un penalty. Le carton rouge vraiment stupide quand même alors que je me remette le nom, Hoppegarde. Vraiment, ça valait pas le coup. Mais voilà, Auxerre qui gagne encore contre Toulouse. Donc voilà, ça reste une belle équipe de Ligue 1, je trouve, cette équipe d'Auxerre qui est à 6 points, donc 2 victoires. Voilà. Pour les matchs de la semaine, enfin de ce week-end, hein, vu qu'on enregistre jeudi. Donc on aura Marseille-Strasbourg, Lorient-Monaco, Toulouse-Nantes, PSG-Auxerre, Nice-Paris FC, Angers-Brest, Lille-Lyon et Metz-Le Havre. Et le match du dimanche soir, donc Stade Rennais, RC Lens. Gaëtan, je pense qu'on va regarder, on va être attentif évidemment sur le Strasbourg-Marseille, sur bon, le Paris Saint-Germain aussi quand même, pour voir s'ils font une bonne relance contre Auxerre, ou si Auxerre leur pose des problèmes. On l'a dit, ce OGC Nice Paris FC, euh, Lille-Lyon. Lyon aussi, qui a deux belles équipes, même s'il y a eu cette défaite dans le derby, ça reste deux belles équipes. Avec Lyon, en plus, les deux équipes qui auront joué du coup ce soir. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ce Rennes-Lens, est-ce qu'il y a un match qui t'intéresse plus qu'un autre? Ouais, le Rennes-Lens. Rennes-Lens parce que bah, je te le dis depuis le début, mais moi, Rennes, fan de cette équipe, encore déçu de leur performance de ce week-end. On n'en a pas trop parlé dans le derby, mais un peu déçu de leur incapacité à enchaîner. Et sauf qu'au bout d'un moment, je pense que s'ils continuent dans cette dynamique, mais le match, ils vont pouvoir tout. Donc, avec Lens, qui va venir en plus avec confiance à son maximum, je pense que attention à la bonne cote, ça peut peut-être être un match de victoire de Lens parce qu'ils seront pas en capacité de gagner tous les gros matchs, même si c'est à domicile, qui sont poussés par leur cop. Et donc voilà. Mais si je dois te donner un deuxième, je pense que le Marseille-Strasbourg est très intéressant à regarder. Ouais, moi aussi, j'avoue que Le Marseille-Strasbourg. Strasbourg-Marseille Marseille-Strasbourg. Strasbourg-Marseille, exactement, ouais. Ouais, moi aussi, j'avoue que on a beaucoup parlé de l'Olympique de Marseille, mais c'est quand même l'équipe, peut-être l'équipe la plus intéressante de ce début de championnat. Donc, même si, voilà, hein, on est pour Nice, on est pour d'autres clubs, mais je trouve que Marseille, c'est quand même l'équipe la plus intéressante à regarder sur ce début de saison de Ligue 1. Voilà, je cherchais peut-être mon classement débuteur. Donc, oui, sur ce classement débuteur de Ligue 1, donc le classement n'a pas énormément bougé. On a Joao Neves, Bradley Barcola, Egun Tosin, Esteban Le Paul, Franck Magri, Ilan Kebal, Joaquin Panicelli
et, euh, et c'est tout, qui sont à 3 buts chacun. Voilà. Euh, voilà. Et peut-être sur les passeurs, bah, du coup, Ludovic Ayer qui est passé meilleur passeur avec Félix Correa et Mason Greenwood et Lamine Camara. Avec 3 passes décisives, eux aussi. Voilà, sur notre petite séquence, les anciens de Ligue 1, les Ligue 1 enfin, les Français à l'étranger, voilà, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a plus marqué qu'un autre? Moi, si j'y vais direct pour le coup, je pars sur Samuel Umtiti quand même. On a parlé de la retraite de Steve Mandanda la semaine dernière. Samuel Umtiti qui a annoncé sa retraite parce que je crois que, d'après ce qu'on a compris, son corps ne le suivait plus. Donc voilà, on lui rend hommage hein, de 2018, on n'oubliera pas. Même ses saisons avant, sa dernière saison à Lyon, avant de partir au FC Barcelone, il a très bien dit dans son interview où il disait qu'il savait qu'il allait partir, que ça serait sûrement Barcelone, donc il a tout donné pour aller au Barça. Et sur ses premières saisons à Barcelone, avant ses grosses blessures, on avait vu Javier Mascherano qui avait dit je sais que c'est lui le successeur, donc il allait se mettre petit à petit en retrait. Donc voilà, belle carrière. Même il avait réussi à se relancer à Lecce, si je dis pas de bêtises, en Italie, avant de revenir à Lille, mais sa saison en Italie où il avait été plutôt honorable. Donc voilà, en tout cas, merci pour ce but contre la Belgique et pour la Coupe du Monde à Samuel Umtiti. Et l'Euro 2016 aussi, où il commence à être titulaire avec l'équipe de France. Donc voilà pour Samuel Umtiti. Gaëtan, est-ce que tu avais, toi, un joueur ou quelque chose qui t'a marqué sur les anciens Ligue 1? On a discuté un petit peu avant, j'ai hésité et au final, en faisant l'émission, j'ai trouvé mon joueur. Ouais, j'aurais pu parler de Marcus Thuram qui est pas mal, mais je pense que la thématique de la semaine, c'est de parler des joueurs passés par le Stade Rennais et qui performent au haut niveau. Donc, je vais vous parler de Jérémy Doku. Jérémy Doku qui en ce moment qui est époustouflant. On parlait de joueurs frissons avec Kebal. Là, c'est une autre dimension. C'est vraiment une autre dimension. Je le trouve exceptionnel sur ce début de saison, mais je mâche vraiment pas mes mots. Chaque démarrage, que ce soit sur le côté ou aux abords de la surface, 4 mètres à défoncer. Donc, bah, je sais que ce sera dur pour toi de le valoriser en supporter du club ennemi, mais waouh, wow, franchement, Jérémy Doku, je le trouve vraiment fort, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Ouais, je pense que c'est un des joueurs les plus en forme d'Europe actuellement. Ok. Je cherchais. Ouais, 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 non. Ouais, bah, Jérémy Doku, ouais, son intégration à Manchester City depuis l'année dernière, elle est de plus en plus incroyable et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Enfin, ça peut aller que mieux pour lui. Enfin, il monte en régime. Même avec la Belgique, il est de plus en plus stable. Enfin, il est moins en montagne russe sur ses performances, donc voilà. Évidemment, hein, le joueur de la semaine, c'était quand même Ousmane Dembélé. Hein. On rend encore une fois hommage à 6e ballon d'or français pour Ousmane Dembélé. Donc on est très très content. En tout cas, moi je suis très content. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a été encore très complet. On a fait une belle émission, Gaëtan. Encore une fois, merci d'avoir été là. En plus, avec ta petite maladie. Mais on espère que ça ira mieux pour les prochaines. Et ben, merci à toi, Gaëtan. Mais écoute, encore un plaisir d'être avec toi et de débriefer autour de la Ligue 1, même si ça a été un peu plus large cette semaine. Ouais, ça a été un peu plus large, mais c'est ça qu'on aime, hein, parler foot. Donc voilà. On n'oublie pas, donc tirer du pas GP Sport, c'est ça? Maintenant, je les ai appris. Allez, nickel. Donc, je te laisse le mettre là dans le montage. Je le mettrai, je le mettrai. Ouais, évidemment, pour ceux qui sont allés au bout de cette émission, 1h10 à nous écouter de parler de football, c'est-à-dire que vous êtes des vrais passionnés. Dites-nous vos avis en commentaire quand même sur tout ce qu'on raconte. Hein, c'est ça qui nous fait avancer. Que vous soyez d'accord, tout ça, n'hésitez pas vraiment
à nous donner votre avis, à débattre avec nous, même sur les réseaux, à nous envoyer des DM hein, pour discuter. C'est toujours intéressant. Évidemment, les réseaux de Hattrick, Hattrick FR, donc sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, X, Snapchat, vous avez même le Discord si vous voulez réagir avec nous. Et voilà, nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour cette sixième journée de Ligue 1. Et on vous dit à plus tard.